Donc, bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez au fond? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de désordre d'activation mastocytaire, et d'une approche, intégrative. Donc, je vais vous montrer, le sommaire pour savoir un peu de quoi on va parler. Tout d'abord, une petite présentation de qui suis-je. Donc, je suis médecin généraliste. J'ai eu, la chance de travailler avec, le docteur Devy, l'année dernière, on va dire, pendant 1 an à la clinique de Bordeaux-Codéran, qui a reçu, un prix distinctif pour, sa prise en charge, que du coup moi je, considère qui est intégrative. Et puis voilà, j'ai fait quelques diplômes, dont un sur les bases de la médecine chinoise, et vous verrez, c'est important parce que je vais en reparler après. Donc, on va déjà voir qu'est-ce que c'est le désordre d'activation mastocytaire, et puis le lien avec le SAMA que je pense beaucoup de personnes connaissent ici. Qu'est-ce que c'est la médecine et qu'est-ce que c'est la santé intégrative? Un petit historique si on a le temps. Euh, Comment on diagnostique le SAMA, et rapidement on verra un peu pour les autres désordres d'activation mastocytaire. Comment on évalue la sévérité, euh, et puis le contexte pathologique, comment on va caractériser finalement notre DAMA, quels sont les diagnostics différentiels, on va passer un peu rapidement dessus. Comment on fait une prise en charge conventionnelle? Donc la prise en charge conventionnelle, c'est celle qui est conventionnée par la sécurité sociale, celle qui est transmise à la faculté. Bon, pour le SAMA, le DAMA, elle n'est pas vraiment transmise à la faculté, mais en tout cas, elle fait appel à des traitements qui sont connus des médecins formés à l'université. On verra ce que c'est une intervention non médicamenteuse. Et puis, un dernier chapitre sur vraiment la prise en charge en santé intégrative, donc plus globale, plus large et plus personnelle, et une petite conclusion. Euh, Alors, donc, les désordres d'activation mastocytaire. Donc, c'est un terme assez récent qui, en fait, englobe beaucoup euh, de, de maladies, de types de maladies. Donc, grosso modo, on est sur une activation de la cellule mastocytaire, donc une cellule de l'immunité. Et donc, elle est hyperactive, elle produit de manière accrue des différents médiateurs, dont l'histamine, donc qui est connu pour être globalement à la base des réactions allergiques. Et dans ces différents types de maladies, donc qui sont assez hétérogènes, et à savoir qui ne sont pas, comment dire, on ne peut pas avoir l'une et l'autre. Normalement, elles sont bien cloisonnées, mais par contre, elles sont plutôt intriquées au niveau des symptômes cliniques, c'est-à-dire que c'est assez difficile de faire la part des choses juste sur la clinique. Donc, après, en biologie, on peut trouver différentes choses. On peut avoir une prolifération clonale, c'est-à-dire que la cellule se multiplie anormalement. Donc, il y a des mastocytoses qui sont avec certains diagnostics du coup de cancer, donc cancer plutôt hématologique. On parle de la cellule mastocytaire. Euh, et il y a des SAMA monoclonales, c'est-à-dire que la cellule va se multiplier et va surtout produire des anticorps de trop, qu'on peut voir du coup en histologie. Et on peut voir du coup dans certains types de maladies euh, des infiltrations d'organes, c'est-à-dire que si on va biopsier la muqueuse intestinale, on peut voir qu'il y a anormalement trop de mastocytes. Et puis on va reparler des anomalies biologiques un peu plus tard. Donc, ce qui nous intéresse, nous, donc, pardon, on va dire que c'est plutôt le SAMA, mais plutôt ce type de SAMA qui est plutôt idiopathique, et parfois un désordre, du coup, un DAMA qui va se retrouver avec par exemple, un asthme allergique, ou un contexte de cancer ou d'inflammation chronique.
auto-immuns ou pas. Donc, les types de DAMA sont séparés de manière peut-être transitoire, mais en tout cas, pour l'instant, c'est cette classification. Donc, j'ai repris bon, cette étude de 2021, et puis il y a une étude un peu plus récente de 2024 qui reprend cette classification. Donc, on a les DAMA qui sont primaires, donc qui sont développés de manière intrinsèque, avec donc des tableaux, on va dire, peut-être plus graves, en tout cas avec les SAMA monoclonaux et les mastocytoses. À l'inverse, on va avoir les DAMA qui sont secondaires. Donc, on a vu, soit il y a des allergies qui sont IgE-médiées, soit il y a une néoplasie ou une maladie auto-immune ou inflammatoire. Et puis d'autres types de maladies qui peuvent concerner un seul organe, c'est-à-dire en particulier là, les urticaires, donc seulement la peau. Et puis ceux qui sont soit idiopathiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la cause, soit héréditaires, donc on a des gènes qui sont répliqués anormalement. À savoir que l'alpha-tryptasémie est une maladie qui se retrouve chez à peu près 6% de la population, mais elle peut tout à fait être asymptomatique. Alors, donc, qu'est-ce que c'est la médecine intégrative? Alors déjà, je voulais savoir, est-ce qu'ici, il y en a qui ont déjà entendu parler de la médecine intégrative? Ok. Donc, là, je vous ai mis la définition du CUMIC, qui est le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire en France. Donc, ils disent que c'est la combinaison de la médecine conventionnelle avec les médecines complémentaires, enfin les thérapies complémentaires, ou les médecines non conventionnelles. Vous verrez, il y a beaucoup de synonymes ou autres termes qu'on utilise quand on va dans le domaine de la médecine intégrative. Et cette combinaison, elle se fait seulement sur les thérapies complémentaires qui sont validées scientifiquement. Donc évidemment, on peut comprendre que la médecine intégrative peut grandir en ressources, on va dire, puisque la science déjà est assez récente, on va dire, depuis l'existence de la médecine. Et les recherches de qualité, en plus, sont aussi en train de se développer, d'autant plus que pour étudier les thérapies complémentaires, il faut des protocoles qui soient nouveaux. Donc, bon, c'est un sujet. Et donc, la médecine intégrative, elle va s'intéresser davantage aux patients, donc elle est plutôt centrée sur le... je reprends donc la définition. Donc, c'est la combinaison de la médecine conventionnelle et des thérapies complémentaires, celles qui sont validées par la science. Elle amène du coup une médecine qui sera plus centrée sur le patient plutôt que sur les organes. Et elle a du coup une vision qui est multidisciplinaire, interdisciplinaire, donc avec du personnel non professionnel de santé. Il y a une société savante qui est basée vers Montpellier, qui a développé cette notion de thérapie complémentaire validée par la science, qui du coup a été renommée intervention non médicamenteuse. Donc, qu'est-ce que j'ai mis la définition? Voilà, donc qui définit l'intervention, donc qui va être délivrée par un praticien d'une thérapie complémentaire, comme un protocole, un point, qui va être efficace pour la santé, pour la prévention, par exemple, mais pas que, qui va donc aider à personnaliser le soin, enfin le parcours de soins plutôt, et qui insiste sur la nécessité que le personnel qui va délivrer l'INM soit qualifié. Donc, on est vraiment en médecine intégrative dans une démarche où on veut sécuriser le parcours du patient et mettre un peu des labels, des garde-fous aussi, voilà, pour que la pratique soit la plus sécurisante. Donc, je vous ai mis des petits schémas. Donc, celui-ci, c'est un schéma qui est inspiré de la représentation de la médecine intégrative qui a été faite par l'université de Duke, qui est assez qui a développé la médecine intégrative de manière assez pionnière. Donc, on voit en fait
on ne voit pas très bien, mais en fait, il y a une rosace, bon, qui veut dire finalement que lorsque le patient était en état de pleine santé, en pleine conscience, il se trouve au centre. Et dès qu'il a subi un déséquilibre, il va partir chercher en fait différentes ressources. Donc ces ressources peuvent être par un médecin, par un professionnel de santé, par un thérapeute. Donc on a marqué là les traitements classiques et bon, ça veut dire les traitements complémentaires et alternatifs. Ça peut être aller marcher en forêt. Donc peut-être certains ont entendu parler de la silvothérapie, donc qui n'est pas comment dire un charlatanisme, qui regroupe en fait plusieurs données scientifiques, surtout développées par les Japonais. Donc ils ont même fait des recommandations pour les entreprises, aller marcher 2 heures sous certains types de conifères, etc. L'alimentation, bon ça, la nutrition et toutes les thérapeutiques dérivées, je pense que tout le monde connaît. Donc l'exercice physique et on va dire toutes les méthodes qui sont plutôt aussi peut-être manuelles ou basées sur le mouvement, dans la danse aussi par exemple. Toutes les méthodes corps-esprit, donc par exemple le yoga, la méditation. Et après tout ce qui va être vraiment comment dire intrinsèque au patient. Donc par exemple l'auto-hypnose, le développement personnel, tout ce qui va permettre à changer la condition du patient. Donc on aura des produits aussi externes qui seront soit issus de l'industrie pharmaceutique, soit d'autres industries comme les compléments alimentaires. Enfin bon, voilà. L'idée, c'est que la médecine intégrative est assez proche de la posture, en tout cas pour le médecin, de l'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est important d'être vraiment en équipe avec le patient et pourquoi pas aussi avec un patient expert, enfin, dans les équipes. Et là, c'était voilà, pour revenir à l'idée que on peut partir, lorsqu'on parle d'INNM, d'une intervention qui soit vraiment à visée thérapeutique ou plus globale, qui va s'intégrer dans ce qu'on appelle la médecine du mode de vie. Alors, donc la santé intégrative, une définition donnée par le Centre national américain de santé intégrative et complémentaire. Donc, elle est très similaire à la définition de la médecine intégrative clinique, mais déjà, elle parle d'une personne et pas d'un patient, et elle insiste sur la manière coordonnée. Dans les études, on se rend compte que l'un des principaux problèmes des thérapies complémentaires, c'est que, en fait, elles sont utilisées par les patients de manière cachée aux médecins, à tel point que en oncologie intégrative, on commence vraiment à se questionner sur la validité des études antérieures, on va dire à l'ère de la médecine intégrative, parce que en fait, on se rend compte que les patients en oncologie ont eu beaucoup recours aux thérapies complémentaires et que donc quand ils étaient évalués pour une chirurgie ou une chimiothérapie, eh bien, en fait, on ne sait pas s'ils ne faisaient pas d'autres choses à côté en plus. Une définition assez récente de 2021 de la santé intégrative donnée par une équipe française, dont Toledano et Mousset, je ne sais pas si vous les connaissez, sont assez connus dans l'oncologie intégrative en France. Donc c'est une utilisation conjointe toujours de la médecine conventionnelle. Donc on est bien, je veux juste attirer votre attention, on ne parle pas de médecine alternative, on est bien sur une utilisation complémentaire. Et donc il va vraiment élargir les interventions qui vont être utiles à la santé du patient, donc à la médecine du mode de vie. Pardon. Ici, on a un schéma qui a été fait par l'hôpital de Saint-Vincent, qui a un hôpital de jour intégratif, où en fait on place la médecine intégrative comme la combinaison des médecines complémentaires et la médecine conventionnelle. On rajoute la médecine du mode de vie, et puis une médecine qui est individualisée entre ce que le patient veut et peut faire et ce qui pourrait être recommandé. Donc on est, vous voyez, de plus en plus dans le global. Un bref historique
sur la médecine intégrative, simplement pour vous dire que c'est un peu comme un courant qui se développe et qui est peut-être réactionnel à l'ampleur qu'a pris la médecine conventionnelle, plutôt basée sur l'industrie pharmaceutique, qui a fait que les traitements sont devenus, j'ai pas le mot, mais à l'inverse d'individualisés, qui ont voilà, mis un peu des choses très standardisées, très protocolaires aussi. En 91, aux États-Unis, il y a eu la naissance d'un premier bureau qui a reçu une enveloppe pour développer la recherche en 91. Et en 2014, en fait, le bureau prendra le nom de NIH, NCCIH, pardon, qui fait partie du National Institute of Health, et pour vraiment mettre en avant le terme intégratif. Cette même année, l'OMS rend un compte-rendu sur les plans pour la santé globale et donc fait un appel à tous les États membres pour aller vers cette médecine intégrative, même s'ils ne mettent pas ce mot, mais voilà, ils demandent les mêmes choses, hein, c'est-à-dire encadrer finalement le recours à ces pratiques, surtout parce que, d'après l'OMS, surtout dans les pays en voie de développement, 80% des consultations sont des consultations de médecine traditionnelle, c'est-à-dire par exemple la médecine africaine, les médecines locales. Et puis, je n'ai pas marqué, mais en 2021, l'OMS réinvestit, donc redonne des enveloppes budgétaires pour le One Health, qui est un concept qui va vraiment relier l'être humain à son environnement, aux animaux et au climat, enfin à l'environnement planétaire, pour avoir une santé qui soit durable. Quelques spécificités françaises pour vous montrer qu'il y a de plus en plus d'organismes qui s'enquièrent de la médecine intégrative et font en sorte qu'elle puisse se développer. Je dirais que la principale chose à retenir, c'est plus au niveau légal ou réglementaire. Notre médecine en France est basée sur la science. Et donc, on doit atteindre, par exemple, si on veut s'intéresser, donc j'avais il y a longtemps voulu me former en acupuncture. Et donc, je me disais que c'était quand même étonnant de devoir passer 2000 ans de savoir ancestral, on va dire, de la médecine chinoise, au peigne fin de la science pour pouvoir dire bah, d'accord, je vais utiliser la médecine chinoise pour vous soigner, par exemple pour une maladie ou un symptôme où il n'y a pas de traitement existant. Donc, il faut trouver... Ah, pardon. On fait une pause. D'accord. Est-ce que je reprends sur cette diaporama? Est-ce que là, ça marche? Merci. Donc, je reprends sur cette diapo numéro 8 sur les spécificités françaises de la médecine intégrative. Alors, rapidement, donc, déjà, un frein à l'utilisation de la médecine intégrative qui est financier, puisque les soins de médecine complémentaire sont rarement remboursés, parfois par les mutuelles. Au niveau culturel, évidemment, par exemple, si on commence à parler de chamanisme, il y a beaucoup de professionnels de santé et aussi de patients qui ne vont pas vouloir avoir recours à cette thérapie complémentaire. Au niveau réglementaire, donc, il y a certaines thérapies complémentaires qui sont plutôt bien encadrées, et puis d'autres beaucoup moins. Souvent, moi, je parle de la naturopathie,
il y a des personnes qui se forment en Allemagne, par exemple, et qui ont un titre de docteur en naturopathie, qui vont faire de la clinique en Allemagne. Et en France, il y a des diplômes qui sont délivrés après 80 heures de naturopathie. Donc la recherche, il y a donc pas mal d'organismes français qui ont commencé à publier même des études ou à faire de la revue de la littérature et d'autres recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, donc plusieurs universitaires et justement donc le CUMIC, la JETCOP, le CESP, plusieurs organismes se sont réunis pour vraiment appuyer sur cette demande qu'avait fait l'OMS, qui est d'encadrer. Donc ici, il y a, bon, on ne voit pas, mais il y avait 10 demandes en particulier, sans juste appuyer qu'il faut évidemment de l'argent pour faire de la recherche. Et puis en 2021, quand même, il y a l'Académie française de médecine qui a également appuyé dans ce sens. Je vous ai mis ici l'item 327. En fait, c'est une bonne nouvelle pour la médecine intégrative. Maintenant, la médecine intégrative est un peu enseignée à la faculté depuis 2 ans. Et donc, il y a un item qui parle de médecine intégrative et qui parle principalement du coup des INM, donc plutôt méditation, hypnose, acupuncture et donc la méditation de pleine conscience. Alors, donc, rentrons un peu dans le vif du sujet des dhammas, et en particulier du sama, donc les types de patients que l'on voit, qu'on peut voir en étant généraliste en tout cas. Donc, il y a une triade clinique, biologique et de réponse au traitement. Et donc, on est sur des faisceaux d'arguments. On va dire qu'aujourd'hui, il y a toujours un manque de consensus, mais en avance. Donc, au niveau des symptômes, il y a vraiment une panoplie de symptômes possibles. Et pour pouvoir avancer le diagnostic de DAMA, il faut avoir au moins deux groupes d'organes qui soient concernés par des symptômes de type allergique, pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire. En tout cas, des symptômes qui vont être médiés par par de l'histamine principalement, mais d'autres cytokines ou hormones pro-inflammatoires. Donc, il y a tout le groupe au niveau respiratoire, donc principalement l'asthme, la rhinite. Au niveau cardiaque, il va y avoir des palpitations, des douleurs, des malaises vagaux, des hypotensions. Au niveau digestif, on va avoir principalement des symptômes qui peuvent faire penser à un syndrome de l'intestin irritable, mais également des problèmes au niveau de la gorge ou de l'œsophage. Au niveau dermatologique, il manque une image. On va avoir du coup des problèmes de flush, des problèmes d'urticaire, de prurite, de plaques, de dermographisme. Il y a vraiment énormément de symptômes possibles. Et il y a aussi un lot de symptômes qui sont, et puis d'autres que je n'ai pas mis là, qui sont variés, qui peuvent concerner la sphère neurologique. Donc, principalement, par exemple, les patients qui ont des Covid longs, on a vu qu'il y avait un nombre de Covid longs qui ont en fait un SAMA. Et donc, eux, principalement, ils ont une confusion, une confusion mentale et une fatigue importante. On peut aussi avoir beaucoup de douleurs articulaires et musculaires. Et donc là, je voulais vous pointer du doigt que donc il y a une grosse intrication. On n'est pas vraiment capable aujourd'hui de dire chez un patient qui a un syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, un HSD, est-ce que c'est dû à cette pathologie-là ou est-ce que c'est dû au SAMA, à une crise au SAMA? C'est parfois très difficile de faire la part des choses. Alors, je suis désolée, je ne vous parle pas beaucoup du CED.
mais je peux juste vous dire aujourd'hui, mais je peux vous dire que il y a une étude récente donc de Maitland et Brock qui évalue à peu près à 20% de patients qui sont diagnostiqués avec un SAMA, un DAMA plutôt, et aussi également avec un diagnostic de SED hypermobile ou d'HSD. Après, moi, dans les patients que j'ai vus, il y en avait bien plus que 20%. Donc, au niveau sanguin, on a le gold standard qui est la tryptase, qu'en fait, il y a d'autres marqueurs sanguins et aussi urinaires qui sont en cours d'étude. Moi, personnellement, c'est vrai que j'étais restée sur la tryptase. Donc, si la tryptase est anormalement élevée, donc au-delà de 11,4 microgrammes par litre, du coup, on peut, on valide un critère supplémentaire, mais en pratique, en tout cas les patients que j'ai vus, il y en avait vraiment sur le bout, enfin je les ai comptés sur le nombre de ma main, en tout cas il y a 2 doigts sur ma main parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et quand on voit des tableaux cliniques aussi importants, évidemment on va essayer de trouver d'autres marqueurs biologiques. Et donc, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à d'autres formules, on va dire, que simplement une tryptase anormalement élevée. Et puis surtout, il s'est développé des dosages en temps de crise. C'est-à-dire, par exemple, si le patient va faire une crise d'urticaire, il va se gratter, et ben, il faudrait qu'il aille au laboratoire dans les 30 minutes à 2h30, voire 3 heures, pour que, là, je vous ai mis en fait la cinétique entre la tryptase dans le sang et l'histamine. Donc, quand on a un pic d'histamine, la tryptase, du coup, persiste. Mais voilà, il faut le faire dans les 2h30 à 3 heures. Et donc, évidemment, ça fait partie des choses qui font que, pour l'instant, on n'a pas de consensus sur cet argument biologique qui est difficile à obtenir. Et puis, donc, la réponse au traitement. Une fois qu'on a identifié un nombre de symptômes d'activation mastocytaire qui font penser à un DAMA, eh bien, on va mettre en place un traitement qui n'est pas dénué d'effets secondaires, mais voilà, c'est un traitement anti-allergique, donc normalement, quand même, il y en a peu, et on a peu de contre-indications. Donc, dans la balance bénéfice-risque, je pense qu'il est tout à fait normal d'essayer un traitement. Là, ça marche. Donc là, je vous ai mis mon questionnaire que je faisais remplir à mes patients du coup, avant de les voir pour poser un diagnostic et que je leur demandais de remplir à nouveau. Je pourrais le faire passer si jamais il y a besoin. De le remplir à nouveau après 3 mois. Et puis, donc, pour qu'on puisse voir la différence vraiment de manière concrète, puisque, bon, ce qu'on veut, ce sont des preuves. Et donc, je posais pas mal de questions. Je ne posais pas toutes les questions non plus, pour pouvoir évaluer, en tout cas, surtout sur les groupes d'organes. Est-ce que Donc là, je mettais en fait la fréquence. Est-ce que c'est plutôt tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, ou plus rarement? Et donc, l'idée, c'est que les cases de cocher étaient souvent par ici ou par là lorsque je faisais le diagnostic. Et une fois qu'il y avait le traitement, donc après 3 mois environ, eh ben, on va vers là ou de manière mensuelle. Et puis, bon, voilà. Donc, on évalue la récurrence des symptômes, c'est-à-dire que si on a eu une seule fois une urticaire dans sa vie, on va dire qu'on coche, on va dire le groupe d'organes dermato. Ensuite, l'intensité des symptômes et donc l'expansion des symptômes, combien de groupes d'organes est touché. Pour évaluer la sévérité, je pense que le plus important, c'est surtout d'évaluer la qualité de vie. Bon, là, on va dire que le petit X, c'est qu'on n'a pas encore de consensus sur quelle échelle utiliser. En tout cas, je pense que les différentes personnes qui s'en occupent utilisent des échelles différentes. Donc, comment on fait la part des choses sur les différents types de DAMA? Donc, sur la prise de sang que je vous montrerai après, en fait, on va pouvoir voir est-ce qu'il y aurait donc des anticorps, un nombre de mastocytes trop élevé. Il faut faire aussi des biopsies si on a des raisons de penser qu'il y a une mastocytose.
donc qui se fera soit avec un gastro-entérologue, enfin toujours avec un spécialiste, ou avec un dermatologue, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a une allergie qui est IgE-dépendante? Donc, par exemple, si on a des patients qui avaient été diagnostiqués asthmatiques, qui après ont développé des symptômes qui évoquent le SAMA. Et est-ce que voilà, il y a une autre maladie auto-immune ou inflammatoire chronique qui est associée, par exemple une maladie de Crohn ou une spondylarthrite ankylosantes, par exemple. Si la tryptase est supérieure à 8 microgrammes, on peut se poser la question de l'alpha-tryptasémie héréditaire. Donc là, il faut envoyer chez un généticien. Je ne sais pas s'il y a déjà de consensus, parce que je pense qu'il ne faut, il faut pas seulement cette tryptase qui soit hyper élevée, mais il faut vraiment que les symptômes soient très intenses, avec vraiment la survenue brutale des symptômes. Là, je vous ai mis les critères OMS de 2016 de la mastocytose chez l'adulte. Donc, plutôt une tryptase au-delà de 20, des anomalies sur la biopsie et sur le frottis médulaire. Donc, ça, ce sera diagnostiqué par un hématologue. Alors là, je ne me souviens pas voir. Sur ma prise de sang, je mettais beaucoup d'informations là, parce que du coup, évidemment, les laborantins parfois ne faisaient pas les prises de sang parce qu'ils disaient quoi cette prise de sang, pourquoi il faut revenir, etc. Et puis aussi parce que les patients qui sont souvent confus voilà, ne savent pas. C'est-à-dire qu'une explication orale ne suffit pas, il vaut mieux noter les choses pour qu'ils puissent le relire. Donc là, en l'occurrence, j'expliquais voilà, qu'il fallait dans les 2 heures, que si après m'avoir vu, ils n'ont pas refait de crise, tant pis, ils ne refont pas de prise de sang. Si c'est en pleine nuit de nuit, non, ils ne vont pas essayer d'aller aux urgences pour faire la prise de sang. Et donc, la tryptase, qui va être l'élément clé pour le diagnostic. Et puis, donc, pour évaluer les terrains, s'il y a un terrain allergique, donc je mettais les examens, on va dire, de base de dépistage des allergies, avec ça, les IgE totales. Surtout si on envisage après de faire un traitement particulier. Et puis, voilà, souvent, il y a des malabsorptions associées. Parfois, souvent, les patients ne sont pas bilantés par leur médecin traitant sur leur fatigue chronique. Et puis, bon, voilà, ça c'est, on va dire, un peu de micronutrition, mais ces patients qui sont souvent un peu hors de parcours de soins, il faut en profiter pour faire un bilan un peu global. Et puis, s'il y a des diarrhées chroniques aussi, ça m'est arrivé de trouver quelques parasitoses. On n'hésite pas à la rechercher. Donc, sur le diagnostic différentiel, il y a vraiment tout un lot de pathologies importantes qui peuvent donner des symptômes d'activation mastocytaire, du coup, qui vont y ressembler. Bon, on ne va pas les détailler, mais pour chaque type d'organe, il y a des pathologies parfois comme le POTS qui, on va dire, se traite assez difficilement. Et puis, il y a des cancers, il y a voilà, des cancers qui peuvent s'opérer. Donc, il ne faut pas passer à côté, évidemment, d'autres pathologies qui pourraient être prises en charge différemment. Au niveau des médicaments, donc sans surprise, on va avoir les antihistaminiques. Donc moi, j'utilisais beaucoup la bilastine, qui est réputée pour avoir le moins d'effets secondaires. Mais il y en a tout un lot, dont aussi le kétotifène, la famotidine. Je ne sais pas actuellement, mais il y a évidemment pas mal de tensions d'approvisionnement de ces médicaments. Des pharmaciens aussi qui parfois font un peu résistance à donner les traitements. Ou par exemple pour le chromoglycate, donc c'est une préparation qu'il faut faire. Donc là, c'est pareil, il faut trouver la bonne pharmacie qui va pouvoir délivrer sans demander de suppléments financiers. On a également l'omalizumab qui va être utilisé en 2e ligne, qui est plutôt réservé, enfin, connu d'utilisation par les allergologues, mais qui peut tout à fait être prescrit par le généraliste. Et puis, ne pas oublier d'évaluer, parce que dans les SAMA, finalement, il y a aussi pas mal de patients qui pourraient avoir une anaphylaxie. Donc, s'il y en a eu par le passé, il faut bien questionner, est-ce que les voies respiratoires étaient touchées? Est-ce qu'il y avait des flushs associés à une perte de connaissance, etc.
et donc donner une prescription d'épinéphrine ou l'anafène, pour ceux qui connaissent. Et puis, parfois, quand il y a des réactions trop violentes, on peut être amené à prescrire des corticoïdes. Si la gastrite est importante, de manière ponctuelle, les IPP. Et puis, bien sûr, il faudra donc traiter les comorbidités dans le SED. De manière admise, on va s'intéresser à la nutrition et puis en fait à tous les facteurs qui peuvent provoquer les crises de SAMA ou de TAMA. On va prôner un soutien psychologique, puisque quand la qualité de vie est affectée, on ne peut que être en transversal. On va éduquer, essayer d'expliquer aux patients, voilà, pour qu'ils puissent reconnaître les éléments qui vont déclencher les crises, pour qu'ils sachent quoi faire en cas de crise, etc. Et on ne va pas oublier de sortir le patient de son isolement et de le mettre en lien avec les associations. De manière assez admise aussi, on peut aller sur de la neuromodulation, surtout pour les symptômes de dysautonomie, donc qui vont plutôt concerner au niveau cardiovasculaire, les anomalies. Donc là, je vous ai mis un type d'oreillette qui va pouvoir stimuler le nerf vague, le TENS. En médecine chinoise, donc, il y a eu une étude qui démontre en fait l'intérêt de la pharmacopée pour plutôt des manifestations dermatologiques et aussi allergiques alimentaires au niveau donc, digestif. L'acupuncture également bénéficie de plusieurs études sur l'intérêt de l'acupuncture dans beaucoup de types de pathologies dermatologiques. Et puis, donc, je ne vous ai pas parlé donc, au niveau alimentaire. J'insiste pas trop puisque vous allez avoir une présentation plus tard dans la journée. Et donc, de manière intégrative, bon, là, je vous ai mis, je ne sais pas si on voit, un schéma pour essayer de classer en fait les types de thérapies complémentaires. Donc, soit elles sont plutôt corporelles, on va plutôt chercher à agir sur le corps, donc par exemple le massage, l'ostéopathie par exemple. Soit on va plutôt agir sur la psyché, les émotions, soit plutôt au niveau nutritionnel, c'est-à-dire faire prendre quelque chose d'externe au patient. Bon, ça, c'est une des classifications, mais en fait, il y en a d'autres où on va aussi intégrer les interventions qui sont technologiques, comme l'utilisation d'applications, par exemple, applications téléphone. Et puis, il y a aussi les systèmes complets, comme la médecine chinoise, qui sont en fait transversaux. Je vous dis ça parce qu'il existe il y a 604 thérapies complémentaires qui sont référencées aujourd'hui, en 2022. Et encore, si vous connaissez un peu les thérapies complémentaires, vous savez qu'il y a toujours un tel qui a inventé sa méthode à lui, qui vient de la médecine chinoise ou de je ne sais quoi. Donc, c'est difficile de faire le compte sur toutes les thérapies qui existent. Donc là, je vous en ai marqué un petit peu. Pardon. Quelques-unes. Je n'ai pas fait de revue de la littérature, mais ça peut être une idée de travail à faire, qui vont pouvoir agir du coup sur chacun des symptômes. Donc par exemple, bon, là, je vous ai mis l'RTMS pour les douleurs, la curcumine, pareil pour les douleurs articulaires, l'astragale pour les manifestations de type allergique. Je sais qu'en Ayurveda, ils ont commencé à faire la recherche pour expliquer justement et mesurer l'efficacité de plantes sur les symptômes allergiques respiratoires. Vraiment, il y en a beaucoup. Et effectivement, un souci en médecine intégrative, c'est qu'on peut se perdre dans toute cette diversité de thérapies complémentaires. Donc, petit à petit, ça se structure. On a inventé un poste qui est coordonnateur de parcours de soins santé intégrative pour pouvoir justement définir qu'est-ce que le patient devrait faire. Et je pense que à son échelle, chaque médecin traitant, chaque médecin généraliste de famille fait aussi ce travail de dire aux patients, bon ben voilà, vous avez fait ça, et ça peut être intéressant maintenant d'essayer telle thérapie. Donc, ça, c'était une approche plutôt de médecine intégrative qui va être centrée, certes, sur le patient et ses symptômes, mais pas de manière globale.
Donc, parmi les thérapies complémentaires, il y a certaines thérapies qui vont agir de manière un peu plus globale, pas directement sur le SAMA, mais on va dire sur un ensemble de symptômes et qui va pouvoir améliorer plusieurs symptômes dans différents organes. Je vous ai juste cité ceux que moi j'ai un peu conseillé, utilisé, mais je n'ai pas fait de formation ni en naturopathie, ni en micronutrition. Et donc ce n'est bien sûr pas exhaustif. Donc on sait par exemple que la quercétine, donc, qui est une flavonoïde, elle peut agir aussi bien sur les symptômes digestifs de type allergique, mais aussi sur les symptômes cutanés, un peu sur l'état de fatigue. Ce sur quoi je voulais insister davantage, c'est peut-être en médecine chinoise. Donc, il y a un raisonnement qui est tout à fait différent de la médecine anatomique scientifique. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui vient d'Internet, qui représente en fait le poumon en médecine chinoise. Ce que je peux dire d'intéressant, c'est que en médecine chinoise, donc on considère beaucoup le ciel et la terre, et l'humain est au milieu. Et en fait, le poumon est l'organe qui est le plus haut et qui va recevoir l'énergie du ciel, d'en haut, et qui va le traiter et qui va, parmi toutes ses fonctions, faire descendre cette énergie donc externe vers l'intérieur du corps. Et donc, on peut avoir des manifestations plutôt sur le tiers inférieur du corps ou le tiers médian lorsque, par exemple, cette fonction est atteinte. Et donc, en discutant avec un praticien de médecine chinoise, voilà, de qu'est-ce que c'est le SAMA, clairement, ce qu'il dit, c'est que on peut se tromper, penser que le foie va être atteint, bon, bref, c'est des détails, mais on a vraiment cette fonction de descente du chi, donc de l'énergie, qui est atteinte. Et en Ayurveda, ce que j'ai trouvé sur une étude, ils parlent plutôt, dans les processus allergiques et pas spécialement du dama, d'une défaillance finalement de la digestion des aliments et qui crée du coup une notion de mucus, en fait, le hama, qui est en médecine chinoise le tlan. Et donc, moi, qui est en partie hypnothérapeute, je ne fais pas ça à plein temps, mais ça m'intéresse, je trouve que c'est intéressant justement pour pouvoir réfléchir de manière avec distance plutôt de la médecine, qui est très centrée sur les symptômes et les organes, pour pouvoir accompagner en hypnose. Là, je vous ai mis donc des photos qui sont faites par une IA, tout le monde aura reconnu, des images, pour vous parler un peu plus en détail de ce que je transmettais aux patients. Alors, normalement, j'ai fini ma présentation, mais je vais essayer de vous résumer. Donc, évidemment, pendant mes consultations, je m'occupais d'abord de la partie conventionnelle. Toujours, c'est le plus important. Et puis après, si on a le temps, si le patient vient, eh bien, je m'occupe de transmettre ou d'échanger avec le patient pour pouvoir discuter de ce que cette maladie représentait pour le patient. Et est-ce que voilà, il se reconnaît dans cette allégorie en médecine chinoise. Donc, c'est l'allégorie de la forteresse pour expliquer finalement le rôle de chaque organe, chaque viscère, enfin, on va dire les différentes composantes du corps humain. Et donc, pour moi, la cellule mastocytaire, c'est un petit soldat qui est positionné sur la grande muraille de Chine, enfin en tout cas, du coup, toutes les barrières du corps humain, qui va dire est-ce que toi tu rentres, est-ce que tu rentres pas. Et sauf que pour moi, un patient qui a un SAMA, en fait, donc le poumon qui est je crois le Premier ministre, le ministère des Armées, le ministre des Armées, je ne sais plus. En tout cas, il y en a un qui est le ministre des Armées et l'autre le foie qui est le Premier ministre. Et en fait, bien sûr, les soldats, ils répondent aux ordres de ces deux-là. Sauf que comme ils ne fonctionnent pas bien, et du coup, le soldat, il ne sait plus quoi faire. Donc, il tire un peu partout. Il a l'impression que l'État a donné l'alerte terroriste en rouge, voire en violet, parce que ça dure depuis des années, donc on ne sait plus ce qu'on doit faire. Le bagage, est-ce qu'on doit le détruire? Est-ce que non? C'est confus.
et ça mitraille un peu dans tous les sens sur un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que finalement, les patients, ils peuvent voir, ah, tiens, quand j'ai mangé des fraises, j'ai fait cette réaction, et maintenant, je le fais, je sais pas, même si juste, voilà, on m'a touché, ou voilà. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation finalement de la récurrence des symptômes, au-delà d'un parasite ou d'une bactérie, en tout cas d'un étranger qui va être clairement identifié. Donc là, je vous ai mis une image qui peut représenter comment ça se passe quand on a le SAMA. Et puis là, une fois qu'on a traité, c'est-à-dire que les soldats sont, on va dire, plus en ordre, plus alignés, ils sont calmes, mais ils ne sont pas confus. Et puis, donc, les viscères, enfin, toutes les muqueuses, toutes les barrières sont non inflammatoires, et bah, les parasites ne rentrent pas. De manière encore plus globale, donc en santé intégrative, donc on va s'intéresser à l'environnement du patient, à ses croyances, on va dire, spirituelles. Et je le disais, du coup, souvent aux patients, le problème des premiers ministres et des ministres des armées, c'est que finalement, ils ont des piliers cognitifs qui ne vont pas. C'est-à-dire que peut-être, je ne dois pas être la seule à avoir remarqué, donc j'ai noté le SPDT, donc le syndrome post-traumatique. Souvent, les patients qui ont du SAMA sont dans un altruisme un peu trop développé, et ne pensent probablement pas suffisamment à eux, et finalement donnent, et donc font vraiment rentrer, sont perméables à beaucoup de personnes, de choses, et laissent passer des choses de violence. Enfin, ce sont des choses qui malheureusement sont très fréquentes chez ces patients. Et donc finalement, je leur dis, vous n'avez pas encore les bonnes références, les bonnes valeurs, la bonne réflexion pour pouvoir vous protéger et tirer sur les bons éléments. Et probablement, vous ne tirez pas d'assez. C'est vrai que voilà, ils ne savent pas dire non. Enfin, il y a plusieurs éléments psychologiques. Après, je ne suis pas psychologue, mais je les amène vraiment à réfléchir à comment ils se comportent avec les gens, les situations, et qu'ils apprennent à davantage repousser et s'éloigner de certaines situations. Et donc, ce qui était grandement facilité par les patients qui venaient me voir, évidemment, passaient très souvent par le programme qui était en hôpital de jour sur 5 jours, où on leur parlait de tout ça, de la toxicité des gens, et comment se protéger, etc. Donc, on avait le temps aussi de développer. Donc là, j'ai mis une petite image qui pourrait symboliser l'état où voilà, le patient n'a plus de SAMA parce qu'il sait se protéger, et finalement, voilà, il n'a plus besoin de brandir sa baïonnette. Donc là, on a mis l'IA a proposé une espèce de moine qui est très zen, et donc j'aimais bien cette image. Donc en conclusion, que peut-on dire de la médecine de la santé intégrative? Peut-être que la médecine intégrative va permettre de réunifier finalement notre patient qu'on avait découpé en organes, voire en cellules, comme un être humain à part entière qui présente différents déséquilibres dans différents domaines de sa vie. Et ma question, c'était, est-ce que voilà, la médecine intégrative ne serait pas nécessaire lorsque on a devant soi un patient qui a une maladie systémique? Il est important de peut-être davantage parler de DAMA plutôt que de SAMA, surtout quand on ne peut pas cocher le critère de biologie. Et donc, simplement parler de désordre plutôt que de syndrome, pour que peut-être que la maladie soit mieux reconnue et mieux traitée finalement. Ce que je voulais pointer du doigt, c'est que je trouve qu'il est dommage quand on a un traitement conventionnel qui est aussi acceptable, c'est-à-dire qu'il n'est pas cher, il a quand même peu d'effets secondaires, il est facilement maniable. Donc pour moi, lorsqu'on est médecin et qu'on est donc soumis à la déontologie médicale, on devrait, à mon avis, pouvoir essayer à améliorer la qualité de vie en essayant ce traitement, puisqu'on est soumis à une obligation de moyens. Je faisais un petit parallèle à l'endométriose, donc maladie qui a été longtemps négligée, sous-diagnostiquée, peut-être toujours. Mais bon, voilà, on voit que le gouvernement, ça y est, commence à mettre les moyens pour que ce soit pris en charge.
Et à noter d'ailleurs que l'endométriose est peut-être l'une des premières pathologies où l'HAS a vraiment demande vraiment à ce qu'il y ait une prise en charge qui soit intégrative. Je crois qu'ils n'utilisent pas le terme, mais ils décrivent une prise en charge intégrative. Voilà. Bon, je reprenais un peu en résumé qu'il existe quand même quelques interventions non médicamenteuses que le médecin généraliste du coup peut utiliser. Pour moi, l'intérêt de pouvoir proposer des thérapies complémentaires, c'est d'espérer, c'est d'avoir plus d'espoir, d'aller vers la rémission d'un DAMA. Voilà, donc je voulais remercier le GERCED avec qui je me suis formée et qui est donc pour moi une association qui développe beaucoup d'énergie et de moyens pour s'occuper de maladies qu'on peut considérer comme rares. En tout cas, pour moi, j'ai vu beaucoup de patients qui étaient très isolés, souvent délaissés par leur médecin traitant. Je vous ai repris la citation de Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ». Et je pense que c'est un message important que j'ai essayé de transmettre souvent à mes patients.